Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour cette 6e et dernière leçon du cours « Le droit international de la science ». Alors cette leçon est intitulée « Quels droits et quelles institutions pour une république universelle des sciences ?» Alors pour prendre un peu de recul et mieux sauter dans ce dernier sujet, je vous propose d'abord de retracer nos pas. Vous le savez désormais, j'ai consacré ce cours au droit international de la science, ce régime de droit international qui devait être mis en place après la Seconde Guerre mondiale et ne l'a pas été, mais qui pourrait, voire qui devrait l'être un jour. Pour mémoire, le terme « droit de la science » renvoie à une tradition juridique allemande qui a cours depuis le XIXe siècle, celle du Wissenschaftsrecht. Il s'agit littéralement du droit qui permet d'instituer, de garantir, de protéger et d'encadrer la science. Sans cette garantie hétéronome de la science par le droit, et donc sans l'institution de la science en tant que bien public, l'autonomie de la pratique scientifique, tant à l'égard du marché que de l'État, ne peut pas être assurée. Et la même chose, je vous l'ai dit, vaut pour la liberté de la recherche scientifique, qui ne peut pas s'auto-valider. D'ailleurs, Robert Merton, dont je vous ai souvent parlé, l'expliquait très bien en 1942, lorsqu'il opposait dans cet extrait l'instrumentalisation tant publique que privée de la science à la contre-réaction, dans un mouvement de balancier à travers les siècles, d'auto-validation et d'autodéfense des scientifiques. En fait, c'est ce consensus des années 1940 sur le besoin de briser ce cycle funeste, d'abord de renforcement, puis de prédation de la science par la politique et l'économie à l'échelle mondiale, qui a permis l'adoption des premières mesures de protection internationale de la science et l'émergence d'un droit international de la science après-guerre. C'est ainsi qu'en même temps que le droit international des droits de l'homme posait une limite ultime au droit, sous la forme de l'égalité des personnes humaines en 1948, il limitait aussi la science. Le droit de l'homme à la science, tel qu'il figure à l'article 27, paragraphe 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est en effet à la fois une limite de la science et une garantie de la science et de son autonomie. Malheureusement, je vous l'ai dit aussi, cet élan en faveur d'un droit international de la science a été de courte durée. La guerre froide a douché les espoirs soulevés par le droit de l'homme à la science. En effet, tout en le rendant obligatoire, l'article 15.1, paragraphe B du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a reformulé ce droit en lui donnant une forme purement redistributive et individuelle en 1966. C'est alors qu'a débuté une mise en veille du droit de l'homme à la science, une mise en veille qui, je vous l'ai expliqué, aura duré près de 40 ans. Sans surprise dès lors, le droit international de la science, qui aurait dû être construit autour du droit de l'homme à la science dans l'immédiate après-guerre, ne l'a pas été non plus. Si la science a bel et bien eu son moment juridique en 1948, son moment institutionnel, lui, s'est fait attendre. Le droit international de la science qui s'est agrégé petit à petit durant la guerre froide est en effet tout sauf ce que son nom promet. Alors fort heureusement, le droit de l'homme à la science est en passe de pouvoir enfin déployer toutes ses ailes, tous ses effets, grâce à une entreprise de réanimation qui a débuté il y a une quinzaine d'années aux Nations Unies. Avec ce redéploiement du droit de l'homme à la science, c'est aussi un nouveau moment institutionnel international pour les sciences qui se dessine et la possibilité, je l'espère, de relancer le projet d'un droit international des sciences. Alors, ce qui explique ce regain d'intérêt pour le droit de l'homme à la science, ce droit de l'homme oublié, et pour le droit international des sciences qui a été tant malmené, tient, je pense, à la situation contemporaine des sciences, qui, à bien des égards, doit nous inquiéter, puisqu'elle rappelle celle des années 40, mais en pire. En effet, si les difficultés liées à l'instrumentalisation publique et privée, et à la réaction d'auto-validation dans les rapports entre science et droit, se répète effectivement aujourd'hui comme il se déroulait dans les années 40, ces difficultés sont aujourd'hui magnifiées, surtout
elles sont désormais d'ampleur globale. Concrètement, j'ai mentionné 5 raisons qui militent pour un renouveau du droit international des sciences, que je vais vous rappeler brièvement ici. Premièrement, l'échelle désormais globale de nombreuses pratiques scientifiques et des menaces qui pèsent sur elles, ce qui déborde évidemment le champ de compétences des seuls droits nationaux et de leurs institutions. Deuxièmement, la privatisation de la recherche scientifique dans une économie globale fondée sur l'innovation, qui déborde elle aussi, intentionnellement, les capacités des droits nationaux et de leurs institutions. Troisièmement, la concurrence économique, militaire et donc juridique accrue, qui s'exerce aujourd'hui entre États sur un marché globalisé de la technoscience, avec pour conséquence le forum shopping par les scientifiques, en quête du droit national de la recherche scientifique qui sera le plus flexible, voire pour conséquence une imposition extraterritoriale du droit national de certains États à la recherche conduite dans d'autres États, grâce par exemple à des investissements. Quatrièmement, l'accélération en boucle des développements technologiques suscités par les conséquences de développements technologiques antérieurs. Et cinquièmement, le développement rapide de technologies à double usage, ou du moins de technologies à potentiel de préjudice grave et irréversible pour la personne humaine et les générations futures, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Nous sommes donc en présence, je l'ai dit, d'un nouveau moment institutionnel international pour la science. Et c'est ce moment que je vous ai proposé de saisir et d'accompagner tout au long de ce cours. Qu'avons-nous fait ? Eh bien, il s'est agi d'abord, dans une première partie du cours, de réactiver le droit de l'homme à la science et l'humanisme scientifique d'après-guerre. C'est ce que j'ai fait en vous proposant dans les 2e et 3e leçons un guide théorique du droit de l'homme à la science et de sa structure normative, de son objet, ses titulaires, ses débiteurs, son champ, son contenu, à ses limites. C'est sur cette base que je vous ai proposé ensuite, dans une 2e partie du cours, de réinterpréter différentes facettes du droit international de la science existant à la lumière du droit de l'homme à la science, à l'épreuve du droit de l'homme à la science. Je l'ai fait dans les 4e et 5e leçons en vous proposant une relecture de 2 questions dans 4 domaines. D'abord, la question de l'appropriation publique et privée des sciences en droit international de la biodiversité et en droit international de la santé. Et ensuite, la question de l'anticipation des bienfaits et des méfaits potentiels des sciences en droit international de l'environnement et en droit international biomédical. Pour cette réinterprétation, je me suis fondée sur les 2 premiers volets du droit de l'homme à la science, soit, je vous le rappelle, le droit d'accéder et de participer à la science et le droit d'accéder et de participer à ses bienfaits, dans la 4e leçon, et enfin sur le 3e volet du droit de l'homme à la science, soit le droit d'être protégé des effets néfastes de la science, dans la 5e leçon. Ce matin, dans cette leçon de clôture, j'aimerais saisir ce moment institutionnel international des sciences, le saisir à bras-le-corps et poser la dernière pièce à l'édifice du droit international des sciences renouvelé en traitant de sa dimension institutionnelle. Il s'agit d'identifier les obligations relatives aux droits et aux institutions de la science que les États et les autres institutions publiques tirent du droit de l'homme à la science, et ce afin de bien instituer, garantir, protéger et encadrer les sciences. Comme je l'ai expliqué dans la 2e leçon, cette garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science complète la garantie personnelle du droit. Parce que le droit de l'homme à la science porte sur un bien public participatif, et plus précisément sur une pratique sociale normative, sa garantie institutionnelle implique de garantir et de protéger le droit à l'autonomie ou à l'autoréglementation de la science, d'une part, et à l'autogouvernement des communautés scientifiques, d'autre part. En somme, c'est le bon gouvernement de la science qui nous occupera dans cette dernière leçon. C'est en effet du droit public qui institue, organise, protège et limite l'autoréglementation de la science, d'une part, et des institutions de droit public qui instituent, organisent, protègent et limitent l'autogouvernement de la science, d'autre part, dont il sera question. Et ce, comme d'habitude en droit de l'homme, tant sur le plan national qu'international.
Cette dimension institutionnelle de la garantie du droit de l'homme à la science, tout comme la dimension collective, voire corporative du droit, a été malheureusement, pour l'instant, négligée par les organes onusiens dans leurs travaux d'interprétation du droit de l'homme à la science des 15 dernières années. J'espère contribuer, par cette dernière leçon, à lancer la discussion sur la dimension institutionnelle du droit de l'homme à la science. En fait, l'idée d'une institutionnalisation internationale des sciences n'est pas totalement nouvelle dans l'histoire des sciences. On peut la rapprocher en effet, et c'est ce qui a inspiré le titre de cette leçon, du débat qui a eu cours durant près de 3 siècles autour de ce que l'on appelait la République universelle des sciences. Cet idéal, parce que c'est un idéal, développé par la philosophie humaniste, a accompagné le développement de la science moderne européenne, de la Renaissance aux Lumières. Cet idéal se développe un peu avant Erasme, au XVIe siècle, avant d'être repris et consolidé par Francis Bacon au XVIIe siècle, dans sa fameuse Nouvelle Atlantide, dont vous avez ici une planche à l'écran. Elle a enfin été revisitée par Condorcet au XVIIIe siècle, dans son fragment de l'Atlantide, dans lequel il utilise ce terme de République universelle des sciences. De quoi s'agissait-il ? En bref, il s'agissait de concevoir la communauté des scientifiques du monde comme un ensemble institué de citoyens égaux, liés par différents principes républicains. Alors certes, le sens de cette république a beaucoup évolué dans le temps, au cours de ces 3 siècles, et bien sûr d'un auteur à l'autre. Surtout, elle tenait davantage de l'idéal que du droit et que de l'ordre institutionnel. Et pourtant, elle s'est bien développée de manière synchrone au droit naturel des gens, émulant en parallèle une vision cosmopolitique de la communauté universelle de raison des scientifiques. Sans surprise d'ailleurs, c'est le renforcement des communautés politiques nationales et le renforcement des États et de leurs droits au XIXe siècle qui a mis un coup d'arrêt à ces discussions. Aujourd'hui, il me semble qu'alors que nous sommes arrivés au terme d'un cycle en droit international, le droit de l'homme à la science et le droit international des sciences qu'il fonde pourraient bénéficier du réveil et de la mobilisation d'un certain imaginaire collectif, un imaginaire collectif, comparatif et universel de la République universelle des sciences, tel qu'il est capturé dans cet extrait du livre « La République des lettres » de Botz et Vaquet. Alors certes, de nos jours, le terme de République des sciences est-il un peu galvaudé ? Son sens historique demeure lui aussi assez trouble, m'assure un collègue historien dans cette maison. Et il ne s'agit pas ici d'idéaliser un idéal. Sans me prononcer sur son histoire et donc sans prendre le risque d'éventuels anachronismes, l'idée de République universelle des sciences me semble néanmoins capturer la garantie institutionnelle contemporaine du droit de l'homme à la science, telle que je vais la défendre aujourd'hui et vous la présenter. En bref, l'idée de République universelle des sciences me permet, à mon avis, de saisir 3 dimensions de la garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science. Premièrement, l'institution du bien public de la science par un droit public de la science. Un droit public de la science, au sens strict du droit, qui institue la chose publique en une république. Le terme république reflète donc ma lecture républicaine de la science en tant que bien public au sens instituto-normatif du terme. Deuxièmement, une institution publique de la science qui soit internationale et dès lors potentiellement universelle. Le terme universel reflète donc notre intérêt à instituer, organiser, protéger et encadrer les pratiques scientifiques comme des projets communs dont l'échelle doit être mondiale. Et enfin, l'idéal de République universelle des sciences me semble bien capturer une institution publique internationale des sciences dans toute leur diversité scientifique. Le terme « science » au pluriel reflète donc notre intérêt à préserver
la multiplicité des pratiques scientifiques et leur égalité. Alors, dans un souci d'être bien comprise et d'éviter le procès des historiens, il me faut encore répondre à 3 objections sur ces 3 dimensions de l'institution républicaine et universelle du bien public de la science. Premièrement, république. La République universelle des sciences, du droit international des sciences renouvelé, devrait être républicaine sans pourtant être associée à un gouvernement, voire à un État de la science, et encore moins à un gouvernement ou un État mondial de la science. La critique du gouvernement national ou mondial, d'ailleurs, des sciences, a été opposée au droit international de la science depuis les origines, la crainte étant à juste titre celle du légalisme scientifique et de la fin de l'autonomie de la science. En fait, ce débat occupait déjà les défenseurs de la République des sciences du XVIIIe, comme Condorcet. Si vous lisez le fragment de la Nouvelle-Atlantique jusqu'à la fin, vous verrez qu'il se préoccupe de cette question. Ce débat s'est invité à nouveau dans les travaux préparatoires de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puis du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, lors desquels la question de la programmation publique de la science est apparue, à juste titre, comme très sensible. C'est une crainte parfaitement légitime. Cependant, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, la garantie juridique et donc hétéronome de l'autonomie de la science est nécessaire à cette autonomie. Pas d'autonomie sans hétéronomie, afin de protéger la science d'elle-même, mais aussi de l'État et du marché. Surtout, cette garantie juridique et hétéronome n'équivaut pas du tout à l'assignation d'objectifs et d'un contenu à la science. Les fins ou les limites négatives que le droit pose à la science, que nous avons explorées la semaine dernière, n'impliquent pas des objectifs positifs, ni une direction à donner au progrès scientifique. La différence entre objectif et limite est subtile, certes, mais essentielle. Quant aux institutions républicaines des sciences en perspective, il devrait en aller de même. Il ne s'agit pas d'instituer des autorités gouvernementales des sciences, nationales ou internationales d'ailleurs. Il s'agit bien au contraire de garantir et d'organiser le statut de droit public d'institutions scientifiques autonomes, mais d'institutions garanties par ce droit néanmoins. D'ailleurs, c'est très mal comprendre le droit international public et ses institutions en général, et trahir leur complémentarité au droit public et aux institutions nationales, que de craindre l'avènement d'un droit supranational de la science. Comme je vous l'ai indiqué dans la 2e leçon, le bien public international de la science doit bien plutôt être considéré comme un bien interpublic, le bien des différents peuples du monde, et non pas comme le bien d'un seul peuple mondial. Deuxième objection, l'objection à l'universalité de la République universelle des sciences. La République universelle des sciences du droit international des sciences, renouvelée, devrait être universelle sans être uniforme. Alors la critique de l'uniformisation, qui vient tout de suite dans le sillage de l'universalité, a été opposée au droit international de la science depuis les origines. Et de nouveau, à juste titre, puisque comme j'en ai fait l'argument dans la première leçon, le droit international européen moderne et la science européenne moderne se sont développés main dans la main, avec un même projet normatif et universel, celui d'une science et d'un droit international unique, ahistorique et aculturel. L'universalité du droit international, y compris aujourd'hui celle du droit international de la science, peut donc légitimement être soupçonnée de viser à promouvoir ce qui est devenu un dogme incontestable de la science avec un grand S au singulier, et de poursuivre par là l'entreprise de disqualification, ou sinon d'absorption, des savoirs autochtones ou locaux. Fort heureusement, nous savons aujourd'hui que l'universalité dans le domaine normatif n'implique pas l'unité ou l'uniformité, et encore moins le rejet de la pluralité culturelle et de l'histoire. Au contraire, je l'ai dit, l'universalité peut et doit se construire en contexte et dans une entreprise commune d'universalisation par la comparaison entre les différentes structures normatives de la science et du droit et leur convergence potentielle sur des minima communs. En fait, c'était déjà le constat de certains juristes, comme Giambattista Vico ou Montesquieu, et de certains scientifiques, comme Francis Bacon ou Robert Boyle au XVIIe siècle. Tant ces juristes que ces scientifiques
estimait en effet que l'universalité du droit et de la science pouvait bien sûr être un projet, une entreprise, mais qu'elle devait se construire en se fondant sur les pratiques qu'ils appelaient coutumes locales et dans l'universalisation par la comparaison et la convergence. Troisième objection enfin, la pluralité des sciences. La critique de l'unicité de la science a été opposée au droit international de la science depuis les origines. La République universelle des sciences du droit international des sciences, telle que je vous la propose, s'affiche au contraire au pluriel. Elle s'affiche d'emblée comme diverse sur un plan scientifique. D'ailleurs, la conception de la science retenue lors de la première leçon, pour mémoire, c'est la science en tant que pratique sociale d'acquisition et de consolidation de savoirs fiables et contestables, cette conception est suffisamment minimale, je l'ai dit, pour couvrir une pluralité de sciences et de savoirs dans le monde. L'usage du singulier n'implique donc pas qu'il y ait une seule science qui regrouperait toutes les autres, une seule communauté scientifique qui regrouperait toutes les communautés scientifiques. Cette leçon sera divisée en 3 temps. Dans une première partie, je vous présenterai un rappel de l'état du droit international de la science contemporain et de ses institutions, ainsi qu'une critique de la confusion normative et institutionnelle qui y règne. Dans une deuxième partie, je vous expliquerai, en interprétant la dimension institutionnelle du droit de l'homme à la science, comment le droit international des sciences et ses institutions internationales pourraient et devraient être réorganisées à l'avenir. C'est une première tentative, bien sûr, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Enfin, sur cette base, la troisième partie sera consacrée à une critique des projets contemporains de gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle, l'IA, du point de vue de la garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science. Ce sera mon épilogue de clôture. Alors, je commence avec mon premier point, rappel critique sur l'état du droit international et des institutions internationales de la science. Dans cette section, j'aimerais vous présenter à nouveau mon analyse de l'état de ce qui tient lieu aujourd'hui de droit international de la science, et puis vous présenter ensuite une critique rapide, pour rappel, de la confusion normative et institutionnelle qui y règne. Je commence avec mon premier point, objectifs, sources et institutions du droit international de la science contemporain. Je l'ai rappelé tout à l'heure, ce droit international de la science, qui aurait dû être construit autour du droit de l'homme à la science dans l'immédiate après-guerre, ne l'a pas été. Le droit qui s'est agrégé petit à petit durant la guerre froide est tout sauf ce que son nom promet. Tout au plus existe-t-il aujourd'hui un ensemble disparate de normes juridiques relevant de divers régimes juridiques, que nous avons d'ailleurs étudiés ces dernières semaines, qui touchent entre autres à l'objet science. Alors pour bien saisir cet ensemble juridique que j'ai temporairement intitulé droit international de la science, mais qui est perfectible, je distinguerai dans ce qui suit entre ses objectifs, ses sources et ses institutions. Premièrement, ses objectifs. Ils sont, je vous l'ai dit, au nombre de 3, et nous les avons tous rencontrés au fil du cours. Il s'est agi parfois, mais assez rarement, de protéger la science. C'est le cas du droit de l'homme à la science. Le plus souvent, les régimes que nous avons rencontrés et appris à apprivoiser font tout autre chose. Ils instrumentalisent la science, c'est leur deuxième objectif, ou alors ils l'encadrent ou la limitent. Quant aux sources de ce régime, deuxièmement, ou de ce droit international de la science, eh bien, elles datent principalement des années 60. Le développement s'est poursuivi ensuite à peu près jusqu'à la fin de la guerre froide. Donc la période d'activité normative, c'est la période de la guerre froide, ce qui influence évidemment le contenu de ce droit. Durant les premières années, on a vu l'adoption de nombreux traités, des grands traités, dont nous avons parlé notamment dans la 4e et la 5e leçon. Dès la fin de la guerre froide, toutefois, les traités, mais il y a eu des exceptions, comme l'accord BBNJ, mais les traités ont été remplacés par d'autres instruments normatifs qui relèvent tous de ce qu'on appelle le soft law, ou le droit souple, c'est-à-dire du droit non contraignant.
Il s'agit d'innombrables déclarations, de résolutions, de recommandations, d'objectifs, de standards ou de directives que nous avons étudiées semaine après semaine, qui ont été adoptées notamment par l'UNESCO, mais aussi par d'autres organisations comme l'OCDE. Depuis la fin de la guerre froide, finalement, l'autoréglementation par éthique scientifique s'est aussi beaucoup développée, par vengeance peut-être, ou par auto-validation, par contre-réaction, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est aussi le cas d'ailleurs de l'autorégulation et de la standardisation par le secteur de la technologie privée directement. C'est ce qu'on observe beaucoup, on le verra tout à l'heure, en matière d'intelligence artificielle. Troisième question, enfin, les institutions du droit de l'homme, du droit international de la science, elles aussi, elles sont extrêmement diverses. Tout d'abord, je vous l'ai dit, l'ONU dispose d'agences spécialisées en sciences. Il s'agit principalement, et nous en avons pour cette raison beaucoup parlé et nous en reparlerons beaucoup aujourd'hui, bien entendu de l'UNESCO, créé à Paris en 1945 et qui dispose d'un mandat général dans le domaine de la recherche scientifique. Il faut aussi mentionner toutefois l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation météorologique mondiale qui, au sein de l'ONU, sont consacrées à des questions techniques et scientifiques spécifiques. Par ailleurs, chacun des domaines du droit international que j'ai mentionnés précédemment a institué une ou plusieurs organisations internationales dont le mandat et ou les activités peuvent aussi toucher à la science. Il s'agit par exemple de l'Organisation mondiale de la santé, dont on sait, et nous l'avons vu dans la 4e leçon, qu'elle s'occupe évidemment de questions scientifiques dans le cadre de la recherche médicale, mais aussi de l'Organisation pour l'alimentation ou de l'Agence internationale en matière d'énergie nucléaire. Sur le plan régional, notamment européen, il faut mentionner l'OCDE et l'Union européenne. En fait, ce qui caractérise le paysage institutionnel du droit international de la science, c'est la coexistence, voire parfois l'association à ces organisations internationales interétatiques, d'institutions internationales d'autogouvernement scientifique. Donc c'est tout à fait particulier à ce domaine. Ces institutions internationales d'autogouvernement scientifique peuvent être classées, à mon avis, en 3 types. Les unions académiques, qui réunissent les académies nationales sur le plan universel ou régional, comme le partenariat interacadémique, l'IAP, les unions scientifiques, qui regroupent aussi bien des membres institutionnels comme les académies nationales que des membres scientifiques à titre individuel. C'est le cas, par exemple, du Conseil international des sciences, dont nous reparlerons beaucoup aujourd'hui, ou encore les associations scientifiques, qui réunissent des membres individuels, soit par le biais de conférences, soit de manière permanente, comme la World Medical Association. En outre, il existe nombreuses organisations de la société civile, notamment des ONG, qui se sont données pour mandat un objet scientifique. Pensez par exemple à Scholars at Risk. Scholars at Risk est très active dans le domaine du droit international de la science. Alors, petite critique, ou rappel de ma critique institutionnelle du droit international de la science contemporain, pour mieux ensuite pouvoir réparer ou réformer. Alors, ce qui ressort de ce bref rappel de l'état du droit international de la science contemporain, c'est qu'il présente toutes les caractéristiques de la gouvernance transnationale, de la régulation publique-privée et de la dilution de l'obligation juridique dans du droit souple, 3 traits que l'on associe au droit administratif global, le GAL, le Global Administrative Law, et que j'ai critiqué dans chacun de mes cours ces dernières années. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie à ces différents cours. D'ailleurs, l'un des seuls livres récents consacrés au droit international de la science est un livre qui saisit le droit international de la science à travers, précisément, cette lecture de droit administratif global. Or, nous le savons tous, en droit international, ce droit administratif global, est un droit administratif sans administrer, un droit administratif sans peuple. Il n'institue absolument personne. Et un droit dès lors qui n'a d'administratif et de public que le nom.
ce qui, vous en conviendrez, pour un droit qui doit instituer un bien public ou un bien interpublic comme la science, est profondément décevant. Mais ce qu'il est encore davantage, c'est premièrement que la normativité concurrente, voire conjointe, du droit international et de la science n'est pas du tout articulée dans le droit international et la science contemporain. Les 3, voire les 4 niveaux de normes que j'ai mentionnés précédemment, règlement international par traité, éthique scientifique, autorégulation privée et standardisation technique, sont simplement empilés les uns sur les autres, voire emmêlés dans la plus grande confusion normative. Même l'UNESCO, qui dispose pourtant, et c'est fondamental dans son traité, dans sa constitution, de la capacité de faire adopter des traités à ses États membres, n'a jamais fait adopter de traités dans le domaine scientifique. Elle n'adopte, dans sa pratique de standardisation du droit international de la science, qui est vraiment prolifique, on l'a vu ces dernières semaines, mais dans cette pratique prolifique de standardisation souple du droit international de la science, elle n'adopte précisément que du droit souple, qui s'appelle parfois éthique. Nous en parlerons tout à l'heure. Et cet enchevêtrement inarticulé sur le plan normatif vaut aussi, deuxièmement, c'est ma deuxième critique, pour les institutions scientifiques internationales. D'une part, le statut juridique de ces institutions scientifiques internationales dont je viens de vous parler demeure indéterminé. La plupart du temps, ces différentes institutions, comme par exemple le Conseil international des sciences, qui est une très belle institution scientifique, sont considérées comme de simples organisations de la société civile, voire comme des ONG, au même titre que Scholars at Risk. D'autre part, les rapports entre ces institutions scientifiques internationales publiques ne sont pas ou que peu organisés, et elles se multiplient côte à côte. Et la même chose vaut pour l'articulation totalement inexistante, pour l'heure, de ces différentes institutions scientifiques au sein des organisations internationales actives dans le domaine scientifique, comme l'UNESCO, donnant lieu à une multiplication normative, à des doublons, à une activité concurrente dans les mêmes domaines. En somme, toutes ces critiques révèlent que le droit international de la science existant est, comme je vous l'avais déjà prédit, loin d'être un droit international qui institue, garantit, protège et encadre les sciences. Mais que dire alors du nouveau venu ? Le nouveau venu, vous en avez certainement entendu parler, c'est la diplomatie scientifique. Scientific diplomacy. Cette branche de la diplomatie nationale et multilatérale qui a désormais le vent en poupe. Nos gouvernements n'ont qu'elle à la bouche. La diplomatie scientifique, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept indéterminé qui recouvre diverses conceptions de la manière dont la science et la diplomatie, c'est-à-dire les relations internationales bilatérales ou multilatérales nouées entre États, peuvent se conjuguer. Il y a à ce jour 3 manières de comprendre leurs relations. La science pour la diplomatie, lorsque la science devient un instrument de politique extérieure des États. Par exemple, réconcilier Palestiniens et Israéliens autour d'un projet scientifique commun financé par l'Union européenne. Deuxièmement, la diplomatie pour la science, lorsque la diplomatie est utilisée pour faciliter la recherche scientifique. Par exemple, obtenir des financements pour des projets dits de big science, donc des gros projets qui coûtent très cher, comme le nouveau collisionneur circulaire du CERN. Et troisièmement, la science dans la diplomatie, lorsque des scientifiques sont intégrés aux délégations ou aux conférences diplomatiques et participent activement à la négociation, l'adoption, voire même l'application de traités internationaux, comme ça a été le cas, par exemple, du partenariat interacadémique, l'IAP, dans les négociations de l'accord BBNJ. Alors, y aurait-il là de quoi suppléer au droit international de la science et à ces institutions dont je viens de vous dire qu'ils étaient défaillants ? Eh bien, je crains de vous décevoir, la réponse est négative. Premièrement, il faut dire que la diplomatie scientifique, dans les premiers 2 sens que j'ai évoqués, accompagne le développement du droit international moderne et de la science européenne moderne depuis les origines. Depuis le XVIIe siècle, nous ne faisons que cela, la diplomatie scientifique.
Elle fait donc partie de l'entreprise d'instrumentalisation politique, économique et militaire des sciences, contre lequel le droit international de la science d'après-guerre a été en principe conçu. Dès lors, faire passer aujourd'hui la diplomatie scientifique pour le nouveau droit international de la science, c'est finalement s'avouer vaincu. Sa remise au goût du jour à des fins pacifiques durant la guerre froide, puis à des fins de développement économique depuis les années 90, n'est qu'une nouvelle forme, je l'ai dit, de cette instrumentalisation de la science. À la colonisation des savoirs et au savoir de la colonisation ont donc succédé le développement des savoirs et les savoirs du développement. Comme par le passé, qu'il s'agisse de colonisation par ou de la science, ou de développement par ou de la science, ce projet, soutenu par le droit international, finit toujours par favoriser les États les plus puissants économiquement, militairement et scientifiquement. Et il finit toujours par l'hybridation publique-privée, par favoriser qui? Eh bien, leurs entreprises respectives. Que les choses procèdent désormais par le truchement, par le déguisement, par le vernis d'organisations internationales, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou l'Organisation mondiale du commerce, n'y change rien. Deuxièmement, l'argument de légitimité universelle des décisions prises par la diplomatie scientifique, dans le troisième sens que j'ai évoqué, ne convainc pas plus. En fait, là non plus, il n'y a rien de nouveau. Comme je vous l'ai expliqué l'an dernier, les premières organisations internationales de la fin du XIXe siècle étaient toutes technocratiques dans leur mode de représentation et de légitimation. Et les premières délégations diplomatiques des États qui se rendaient au sein de ces organisations internationales à la fin du XIXe siècle comprenaient toujours des scientifiques et des experts techniques. Alors même si l'on peut comprendre que face à la crise du multilatéralisme, certains recherchent des solutions neutres, des solutions universelles, hors du droit international et de la politique internationale qui seraient trop compromis, ce n'est pas en science qu'ils les trouveront. Je l'ai dit, l'universalité de la science n'est pas un donné, c'est une entreprise, c'est du travail. Cette universalité doit se construire comme celle du droit international. Et la diversité scientifique fait partie intégrante de son universalité et de son succès. Comme d'ailleurs sa normativité inhérente et le désaccord raisonnable que normativité et diversité scientifique induisent nécessairement. Dès lors, ce que la diplomatie scientifique fait passer pour une solution moralement ou politiquement neutre et universelle ne peut que rarement l'être. Elle n'est souvent, malheureusement, que le fruit d'une science faussement unique et véritablement dominante. Sans compter, comme je l'ai rappelé dans la première leçon, que l'autorité légitime du droit, y compris du droit international, n'est pas en priorité une autorité épistémique. C'est une autorité pratique, une autorité politique. La science, même lorsqu'elle informe le droit, et elle doit bien sûr souvent le faire, ne peut pas et ne doit pas remplacer le droit international et la délibération politique qui préside à son adoption. En somme, ce n'est pas la diplomatie scientifique telle qu'elle est pratiquée depuis des siècles qui nous rapprochera d'une république universelle des sciences, mais la réforme du droit international public de la science et de ses institutions, eh bien, j'y viens. Dans cette deuxième section, je me tourne précisément vers la garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science, d'abord de manière générale, puis vers ces deux implications que je vais vous présenter séparément, même si c'est très artificiel. D'abord ces implications juridiques pour le droit national et international de la science, et puis institutionnelles ensuite pour les institutions nationales et internationales de la science. Alors je commence avec mon premier point, la garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science. Comme je l'ai rappelé en introduction ce matin, la garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science complète la garantie personnelle du droit, qui nous est beaucoup plus familière ou plus évidente.
Cette distinction correspond à une distinction qui est faite dans certaines traditions constitutionnelles entre la garantie institutionnelle des droits, par exemple des droits scientifiques, et la garantie personnelle de ces mêmes droits. La liberté de recherche scientifique, par exemple, donne à la fois des droits individuels et corporatifs au titre de sa garantie institutionnelle. La liberté de recherche peut être invoquée tant par les membres des communautés scientifiques, par exemple les universitaires, que par ces communautés scientifiques elles-mêmes, par exemple les universités. Pour mémoire, les communautés scientifiques, en effet, sont elles-mêmes au bénéfice des droits corporatifs que donne le droit de l'homme à la science, ce qui implique leur droit à l'autoréglementation. Comme je l'ai expliqué dans la deuxième leçon, ces communautés scientifiques et leur organisation interne sont un élément central de la pratique scientifique dont la valeur distincte est constitutive du bien collectif de la science, ce qui justifie ou fonde les droits distincts de ces communautés scientifiques au titre du droit de l'homme à la science. Il s'ensuit donc que la garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science, en tant que droit qui porte sur un bien public participatif, et plus précisément sur une pratique sociale normative, implique le droit à l'autonomie ou à l'autoréglementation de la science, d'une part, et à l'autogouvernement des communautés scientifiques, d'autre part. Donc un volet juridique d'autoréglementation et un volet institutionnel d'autogouvernement. Les obligations corrélatives des États et des autres institutions publiques débitrices de ce droit sont alors de garantir cette autonomie ou autoréglementation de la science par l'adoption d'un droit public hétéronome de la science et de garantir l'autogouvernement de la science par la mise en place d'un cadre institutionnel public de la science qui permette l'organisation sociale de la science. En somme, la garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science est celle de la bonne réglementation et du bon gouvernement de la science. Elle regroupe toutes les obligations positives des États et des autres institutions publiques de réaliser le droit de l'homme à la science sur un plan juridique et institutionnel. C'est d'ailleurs quelque chose qui ressort très clairement de l'observation générale numéro 25 dont nous avons beaucoup parlé, qui rappelle cette obligation positive centrale des États de réaliser le droit de l'homme à la science sur un plan juridique et institutionnel en mettant en place un cadre normatif propre. Il s'agit d'adopter du droit public qui institue, organise, protège et limite l'autoréglementation de la science et de mettre en place des institutions publiques qui instituent, organisent, protègent et limitent l'autogouvernement de la science. Ces obligations positives, constitutives de la garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science, sont, comme toutes les autres obligations du droit de l'homme à la science, des obligations de droit de l'homme. Et donc, pour mémoire, des obligations minimales, dont le contenu doit, pour le reste, être spécifié par les États dans chaque contexte, et dont le contenu peut donc varier. C'est ainsi que chaque État et chaque institution publique débitrice pourra, au-delà du contenu minimal du droit de l'homme à la science, organiser la science en droit et sur le plan institutionnel de la manière qui convient le mieux à la tradition et à la pratique scientifique en question. Par ailleurs, ces obligations positives de réaliser le droit de l'homme à la science par le droit et les institutions s'appliquent bien sûr dans l'ordre juridique interne de chaque État, c'est ce que nous comprenons tout de suite, mais elles s'appliquent aussi de manière complémentaire au niveau national dans leurs relations internationales. C'est ce dernier cas de figure que désignent les termes droit international de la science et institution internationale de la science. Si les États ont, en vertu du droit de l'homme à la science, une obligation d'adopter du droit international de la science et de mettre en place des institutions internationales de la science, c'est en vertu d'une obligation dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises et qui est totalement spécifique au droit de l'homme à la science, c'est l'obligation de coopération internationale en matière scientifique.
Voilà pour mémoire l'extrait de l'observation générale qui rassemblait l'état des connaissances et l'état du droit sur ce devoir de coopérer sur le plan international. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de totalement spécifique à ce droit de l'homme. Le caractère obligatoire de la coopération scientifique internationale correspond en effet à l'argument que je vous ai présenté dans la deuxième et troisième leçon en faveur de la dimension collective des obligations dues au titre de droit de l'homme à la science, et qui sont dues en vertu de l'échelle mondiale de la science et de sa vulnérabilité désormais mondiale. Cette obligation de coopération scientifique internationale va venir compléter, à des fins de mise en œuvre, les trois groupes d'obligations qui sont dues au titre des trois droits principaux du droit de l'homme à la science. L'obligation de coopération scientifique internationale, c'est donc une obligation de mise en œuvre transversale de toutes les obligations qui sont dues en vertu du droit de l'homme à la science. Et cette obligation de coopération internationale, si vous me suivez toujours, vaut par extension pour la dimension juridique et institutionnelle du droit de l'homme à la science, qui, elle aussi, doit être coopérative. Tous les États et les institutions publiques débitrices du droit de l'homme à la science doivent coopérer dans l'établissement d'un cadre juridique et institutionnel international des sciences. C'est important de le souligner, car cette dimension coopérative distingue clairement la dimension institutionnelle internationale du droit de l'homme à la science de celle d'autres droits de l'homme, dont la mise en œuvre juridique et institutionnelle est en général nationale et n'a pas besoin d'être aussi internationale. Alors cette garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science étant désormais explicitée, j'aimerais vous présenter maintenant les obligations d'adopter du droit national et les obligations et internationales des sciences et les obligations de mettre en place des institutions nationales et internationales des sciences. Alors je passe au deuxième point, les obligations d'adopter du droit national et international des sciences. L'interprétation que je viens de vous proposer du droit de l'homme à la science et de sa garantie institutionnelle va devoir être spécifiée à la lumière de l'interprétation que je vous ai donnée du droit de l'homme à la science en général. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué que le droit de l'homme à la science protégeait un bien public participatif et un bien public participatif communautaire. Eh bien, ces trois dimensions du bien public science ont trois implications pour le droit national et international de la science. Premièrement, reconnaître la science comme un bien public requiert d'adopter un droit constitutionnel de la science afin d'instituer le bien de la science en un bien public et de garantir son autonomie face à l'État. Premier point. Deuxième point, sa reconnaissance en tant que bien public participatif exige un cadre juridique et institutionnel de la science qui soit aussi en mesure de donner un cadre organisationnel à la pratique scientifique et qui développe donc, qui cultive le droit à l'autoréglementation de la science. Et ce droit-là, cette deuxième couche juridique, si l'on veut, c'est le droit social de la science. En tout cas, c'est comme ça que je vous propose de l'appeler. Enfin, troisièmement, la reconnaissance de la science en tant que bien public communautaire exige que des responsabilités communautaires soient imposées aux participants à la pratique scientifique et aux communautés scientifiques. C'est ce qu'on peut nommer, ou en tout cas c'est ce que je vous propose de nommer, le droit de la bonne autoréglementation de la science. Donc voilà trois couches du droit national et international de la science qui sont nécessaires à la bonne réglementation, au bon droit de la science. Alors je commence avec le premier, le droit constitutionnel national et international des sciences. Reconnaître la science comme un bien public requiert tout d'abord l'adoption de ce qu'on peut appeler le droit constitutionnel national et international de la science. En effet, seul le droit constitutionnel, ou si le terme vous rebute, parce que quelquefois il est rebutant pour les internationalistes, seul le droit public supérieur d'un État ou du droit international entre États est à même de garantir l'autonomie de la science vis-à-vis de cet État, mais aussi vis-à-vis d'elle-même, bien sûr, et du péril de l'auto-validation scientifique. Par ailleurs, seul un tel droit
ce droit public supérieur, constitutionnel, est en mesure d'instituer le bien de la science en un bien public du peuple, puisque c'est ce droit public supérieur, ce droit constitutionnel, qui institue ce peuple en public et qui institue le bien public de la science ou le bien interpublic de la science des peuples que le droit constitutionnel international va réinstituer. Je vous ai déjà parlé de ça dans mon deuxième cours, donc je n'y reviens pas, donc mon cours d'il y a 2 ans. Ce droit constitutionnel national et international de la science doit bien entendu comprendre une garantie du droit de l'homme à la science, tant dans sa dimension personnelle qu'institutionnelle. Et cela implique notamment que le droit constitutionnel national aille beaucoup plus loin que ce qu'il fait actuellement, beaucoup plus loin que la simple garantie de la liberté de recherche scientifique. Il faut qu'il mentionne la participation à la pratique scientifique. Il faut qu'il aille plus loin aussi que la simple garantie de la liberté académique ou de la liberté d'expression. Mais d'autres éléments encore doivent aussi être garantis dans ce cadre constitutionnel, national et international de la science. Par exemple, le cadre des institutions de recherche scientifique ou la question du financement public indépendant de la science. Alors, vous avez différents exemples ici qui sont donnés par le comité dans l'observation générale 25, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Alors, sur le plan international, l'obligation d'adopter un droit public supérieur ou un droit constitutionnel minimal de la science exclut, vous l'aurez compris, de se contenter, comme nous l'avons fait jusqu'ici, de droits souples. Il est très important que les États, par exemple à l'UNESCO, adoptent enfin des traités en droit international de la science. Deuxième couche du cadre juridique de la science, qui devrait être adopté en vertu de la garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science, le droit social de la science. La reconnaissance de la science, non seulement en tant que bien public, mais en tant que bien public participatif, c'était mon argument de la deuxième leçon, exige aussi, à mon avis, l'adoption de droits national et international qui soient en mesure de fixer un cadre organisationnel hétéronome à la science, en tant que pratique sociale, sans toutefois, et c'est absolument essentiel de le comprendre, trop empiéter sur son droit à l'autoréglementation, qui est protégé par le droit de l'homme à la science, et en associant même ce droit à l'autoréglementation scientifique à son organisation. Et c'est pour cela que je parle de droit social de la science, par référence à la tradition du droit social, et notamment du droit du travail. En bref, le droit social apporte à un ordre juridique une nouvelle dimension, qui a été très bien expliquée par mon prédécesseur Alain Suppiot. Cette dimension que le droit social apporte à un ordre juridique, c'est celle de l'autodétermination collective. Cette dimension ne se confond ni avec la dimension horizontale des rapports de droit privé, ni avec la dimension verticale pure des rapports de droit public. La reconnaissance de cette dimension d'autodétermination collective permet de faire procéder la règle de droit social de la libre association des individus et de leur détermination collective. Au lieu de se contenter de fixer lui-même toutes les règles d'organisation d'une pratique sociale, l'État permet par le droit social aux participants de cette pratique d'adopter certaines de ces règles. La place qui est concédée aux libertés collectives dans l'élaboration du droit, c'est le trait distinctif du droit social. Cette hybridation du public et du privé se retrouve notamment en droit du travail, avec le droit de l'organisation syndicale ou les conventions collectives de travail. Il me semble que c'est aussi ainsi qu'il faudrait concevoir le droit de la science, au-delà de son socle minimal de droit constitutionnel. Il s'agirait d'un droit hybride, social de la science, un droit qui ne serait ni public ni privé. D'une part, en effet, même si la science doit être intégrée dans le cadre institutionnel de l'État au sens large, et c'est le droit constitutionnel qui s'en assure, et même si dans cette mesure son droit doit être hétéronome et public, il ne devrait pas être nécessairement assimilé au droit public, au droit administratif applicable à toutes les institutions publiques. Au contraire, il serait bon de préserver, surtout de nos jours, l'autonomie organisationnelle de la science et dès lors l'autodétermination collective des communautés scientifiques
dans l'élaboration du droit de la science. Pensez par exemple à la manière dont le droit administratif est de plus en plus utilisé dans certains États, loin de nous, mais parfois aussi près de nous, pour limiter l'autonomie scientifique des institutions scientifiques et notamment la liberté académique des universités. Le droit social de la science, s'il était davantage développé, permettrait de les protéger face à cette dérive, tout en maintenant l'hétéronomie du droit de la science et en protégeant la science contre son auto-validation réglementaire. D'autre part, et précisément, ce droit social de la science ne devrait pas du tout être assimilé à du droit privé non plus. À ce titre, le droit social de la science que je vous propose ici doit être fondamentalement distingué de ce qu'on appelle le constitutionnalisme social chez Günther Teubner, parce que Günther Teubner et les auteurs qui appliquent ce modèle à la science le font au titre du droit privé. C'est un point sur lequel j'insiste parce qu'au vu de la privatisation de nombreuses institutions scientifiques, dont le droit d'organisation ne peut pas être mis entièrement au service de l'utilité privée, au risque sinon de perdre leur caractère scientifique désintéressé. Je vous ai déjà parlé de ce critère. Il me semble, c'est intéressant, toujours dans mon effort d'interpréter le droit de la science contemporain, il me semble qu'il est possible de rapprocher ce que je vous propose ici, c'est-à-dire ce droit social de la science, de la notion de loi cadre nationale participative de la science, dont il est question ici dans l'observation générale numéro 25. Curieusement, le comité n'en dit pas grand-chose. Il ne peut pas, je vous l'ai dit, dans ma première leçon. Et donc c'est notre travail d'en dire plus, mais il n'en dit pas grand-chose. Et curieusement, il n'en dit pas non plus grand-chose sur un équivalent international de loi cadre participative de la science. Et pourtant, c'est ce qui m'intéresse. On pourrait envisager de développer un droit social international de la science sur le modèle du droit international minimal du travail qui a été développé au début du XXe siècle. Ce droit, je vous le rappelle, était en effet un hybride public-privé international. Il a été adopté dans le cadre de la représentation tripartite de l'Organisation internationale du travail par des représentants à la fois des États et des associations de travailleurs et d'employeurs. On pourrait transposer cette production du droit international de la science dans une UNESCO dans laquelle seraient représentés à la fois les peuples par leurs États et les scientifiques par des institutions scientifiques. J'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, troisième couche de ce droit national et international de la science, le droit national et international de la bonne autoréglementation des sciences. La reconnaissance de la science en tant que bien public, mais aussi comme bien public communautaire, exige que des responsabilités communautaires soient imposées aux participants à la pratique scientifique et aux communautés scientifiques. Vous vous rappelez, en tant que bien commun, la science n'est pas seulement dans notre intérêt commun, elle est à nos charges communes, c'est notre responsabilité commune. Et ce droit-là, c'est ce qu'on peut appeler, en tout cas pour l'heure je n'ai pas trouvé de meilleur terme, le droit de la bonne autoréglementation de la science. Comme je l'ai expliqué dans la première leçon, la science est une pratique sociale normative. Elle dispose, comme l'a bien capturé Robert Merton, de cette structure normative propre. On l'appelle parfois, vous vous rappelez, l'éthos scientifique, même si cet éthos, cette éthique devient de plus en plus difficile à distinguer de l'éthique générale, qui s'appliquerait à la science comme à d'autres champs de la vie sociale, donc ça devient quand même difficile d'utiliser ce terme éthique scientifique. La tradition juridique allemande a un meilleur terme, à mon avis, qui est celui de l'Eigengesetzlichkeit de la science, c'est-à-dire de sa légalité propre. La science aurait une légalité à elle, montrant ainsi qu'il s'agit d'une normativité juridique distincte, en tout cas distincte de l'éthique. Pour distinguer ce cadre normatif propre de la science du droit de la science, dont il est question ici, et notamment du droit social de la science dont je viens de faire l'argument, je préfère vous parler d'autoréglementation scientifique. Alors même instituée et encadrée par le droit constitutionnel de la science, puis ensuite par la deuxième couche du droit social de la science, cette autoréglementation scientifique ne peut pas être illimitée. Et c'est ici qu'intervient le droit national et international de la bonne autoréglementation scientifique.
En effet, comme je l'ai expliqué dans la deuxième leçon, les scientifiques et les communautés scientifiques, mais aussi de manière générale nous toutes et tous, encourons, en vertu de la dimension communautaire du bien public de la science, des responsabilités pour le droit de l'homme à la science. Ces responsabilités forment le pendant passif international des droits corporatifs de ces institutions. Elles ont des droits corporatifs au titre du droit de l'homme à la science, par exemple la liberté de s'organiser, mais à ces droits correspondent des responsabilités. Sans elles, le risque de domination des participants à la pratique scientifique par les communautés scientifiques serait beaucoup trop élevé. Alors certes, en pratique, les responsabilités pour le droit de l'homme à la science des scientifiques et communautés scientifiques sont souvent redondantes avec celles qui sont issues de l'autoréglementation scientifique, et notamment avec ce que nous appelons les principes d'intégrité scientifique. Donc vous me direz, c'est déjà là, pourquoi faire plus ? Mais je dois malheureusement vous annoncer que quelquefois, ces responsabilités issues de l'autoréglementation scientifique entrent en conflit avec des obligations issues du droit public, voire avec des obligations du droit de l'homme à la science. Dans ces cas, les responsabilités pour le droit de l'homme à la science devraient l'emporter sur ces droits ou responsabilités de l'autoréglementation scientifique contraire. C'est d'ailleurs quelque chose que la rapporteuse spéciale Chahid avait déjà souligné en 2012 dans son premier rapport sur le droit de l'homme à la science, dans lequel elle avait insisté face à l'inflation de l'éthique scientifique, mais que dirait-elle aujourd'hui, hein, l'inflation est encore plus importante, mais face à l'inflation de l'éthique scientifique à l'époque, elle avait insisté sur l'importance de cadrer cette éthique scientifique par une référence au droit de l'homme à la science, et c'est précisément ce que j'entends par cette bonne autoréglementation scientifique. Pour pouvoir produire ce droit de la bonne autoréglementation scientifique, nationale ou internationale, il est essentiel que les États adoptent du droit dur, et donc, à nouveau, un traité international. Il ne suffit pas de s'en remettre à des recommandations de comités d'éthique internationaux, comme celui qui est intégré à l'UNESCO d'ailleurs, dont on ne sait plus très bien d'ailleurs s'il s'agit d'éthique tout court ou d'éthique scientifique. Sur le plan national, ces responsabilités pour le droit de l'homme à la science devraient être traduites en obligations de droit interne, par exemple en droit privé ou en droit pénal de la science. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le volet juridique de la garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science. Je passe maintenant à son volet institutionnel. La garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science donne lieu à des obligations corrélatives des États et des autres institutions publiques débitrices de ce droit de garantir l'autogouvernement de la science par l'adoption d'un cadre institutionnel public qui permette l'organisation sociale de la science et de son autogouvernement, tant sur le plan national qu'international. J'examinerai 3 obligations ici. Premièrement, l'organisation d'organiser un statut des institutions scientifiques nationales. Ce statut est loin d'exister dans tous les ordres juridiques. Deuxièmement, l'obligation d'organiser un statut des unions scientifiques internationales. C'est plus proche de mes intérêts. Enfin et troisièmement, l'obligation d'organiser une bonne représentation scientifique au sein des organisations internationales qui traitent de sciences. Alors, je commence avec le premier point, un statut pour les institutions scientifiques nationales. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans la deuxième leçon, le droit de l'homme à la science ne donne pas seulement un droit de participer à la pratique scientifique et à ses bienfaits, mais comme l'a rappelé Mylène Bidot à nouveau la semaine dernière dans son séminaire, ce droit de l'homme à la science donne aussi un droit de participer à l'institution et à l'organisation de la science elle-même. Ce droit de participer doit être égal et il correspond à une forme spéciale, propre à la science, de droit à l'autodétermination démocratique. Cette dimension démocratique du droit de l'homme à la science va toutefois plus loin que le droit égal de chacune et chacun de participer démocratiquement à la spécification de ses propres droits de l'homme. Le droit de l'homme à la science inclut en effet aussi le droit de participer démocratiquement à l'institution et à l'organisation de la science en tant que telle. C'est d'ailleurs pour cela qu'on entend parfois parler de citoyenneté scientifique, en complément de la notion plus commune
et beaucoup plus étroite de sciences citoyennes. À ce titre, l'on peut dire que le droit de l'homme à la science donne droit à la mise en place par les États et institutions publiques débitrices du droit de l'homme à la science d'un statut de droit public des institutions scientifiques qui permettent l'exercice de ce droit égal d'organisation de la science. Alors ce statut juridique minimal des institutions scientifiques, qu'il faudra insérer dans le droit constitutionnel de la science dont j'ai parlé tout à l'heure, doit être démocratique, je l'ai dit, mais il doit aussi garantir l'indépendance de ces institutions et leur assurer un financement public suffisant. Certes, les principes démocratiques, me direz-vous, n'ont pas nécessairement les mêmes implications pour toutes les institutions publiques et certainement pas les mêmes pour les institutions sociales de la science que pour les autres autorités de l'État, les autorités administratives. Il suffit ici de penser, pourtant, et je vous y renvoie, aux formes spécifiques, contextualisées de démocratie économique, par exemple, dans l'entreprise, ou de démocratie sociale, par exemple, en matière d'ONG. Encore plus pertinent pour mon argument dans cette leçon, il suffit de penser aux formes de démocratie qui sont applicables à l'organisation interne des syndicats. Les syndicats s'organisent et doivent s'organiser de manière démocratique. Les principes minimaux de légitimité démocratique applicables aux institutions scientifiques dans ce statut des institutions scientifiques seront les mêmes. Et j'ai eu l'occasion de les détailler dans mon cours de l'an dernier, je vous y renvoie si la démocratie internationale vous intéresse, égalité politique, contrôle populaire effectif ultime, contestabilité délibérative et protection des droits de l'homme. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser du point de vue du droit international des droits de l'homme, le statut de droit public des communautés scientifiques, tel que je vous propose ici de l'adopter, n'est pas un obstacle à la reconnaissance de leurs droits scientifiques au titre du droit de l'homme à la science. Il ne s'agit pas, je l'ai dit, d'organes de l'État comme les autres, même si leurs actes peuvent ensuite être attribués à l'État et entraîner sa responsabilité pour une violation du droit de l'homme à la science, dans certains cas. Vous reconnaissez ici la situation tout à fait particulière des institutions scientifiques et des universités notamment. Je passe à mon deuxième point, l'obligation d'instituer, d'adopter un statut de droit public des institutions scientifiques internationales. Comme toutes les dimensions du droit de l'homme à la science, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'obligation de coopération scientifique internationale, elle aussi, est participative. Elle donne donc à chacune et chacun le droit de participer à l'institution et à l'Organisation internationale de la science, ouvrant ainsi la voie à un cosmopolitisme dans l'Organisation internationale de la science. Cela implique que l'organisation institutionnelle de la coopération scientifique internationale soit elle aussi démocratique, que nous puissions toutes et tous y participer. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est pour ça qu'il fallait bien commencer par la critique, c'est encore loin d'être le cas. Pour l'heure, il n'existe pas de statut de droit international spécifique aux institutions scientifiques internationales, et encore moins de statut démocratique. Êtes-vous surpris? Je ne le suis pas. Cela ne devrait vraiment pas nous surprendre, tant le droit international des institutions, objet de cette chaire, faillit au principe de l'état de droit international. Comme j'en ai fait l'argument dans mes deux cours des dernières années, les organisations dites internationales, les OI, sont considérées par la plupart de mes collègues comme publiques. Mais en l'absence d'un véritable statut de droit public international, on peut véritablement se demander à quel titre. De même, le statut dit de droit privé par défaut ou en creux des organisations de la société civile, comme les ONG, est lui aussi totalement inexistant en droit international contemporain. Alors je prendrai un seul exemple ici, celui d'une union scientifique internationale très importante, pas seulement parce qu'elle est située à Paris, mais parce qu'elle est véritablement extrêmement intéressante dans ce qu'elle fait sur le plan du droit international de la science, c'est le Conseil international des sciences, le CIS. Le renforcement du pouvoir normatif du CIS dans le domaine du droit international de la science soulève en effet, à mon avis, la question de sa représentativité de manière tout à fait pressante. La plupart du temps, ces différentes institutions scientifiques internationales, dont le CIS, sont considérées du point de vue du droit international comme des organisations de la société civile, comme des ONG. En effet, n'ayant pas d'État comme membre,
elles ne peuvent pas être qualifiées d'organisations internationales. C'est ce qu'on apprend à nos étudiants. Et pourtant, leur organisation interne, si on regarde le CIS, est tout à fait similaire à celle d'une organisation internationale. Allez voir le site, allez étudier son statut, vous verrez. En fait, il n'est pas surprenant, d'ailleurs, que le CIS cherche à émuler l'organisation d'une organisation internationale, et il est temps, je pense, d'établir un statut de droit international public propre aux unions scientifiques, afin d'assurer notamment au moins la représentation démocratique des institutions scientifiques nationales et des scientifiques qui en sont membres, mais aussi plus généralement de manière à assurer une meilleure inclusion des différentes communautés scientifiques du monde. À cette fin, des élections pourraient être organisées, par exemple, sur le modèle de ce qui se fait en matière d'élections syndicales, y compris en matière d'élections syndicales transnationales qui permettent d'assurer une représentation syndicale internationale à l'OIT, par exemple. En fait, et par ricochet, l'absence de statut de droit international public des ONG actives en matière scientifique, comme Scholars at Risk, est tout aussi problématique. La confusion entre unions scientifiques internationales comme le CIS et les ONG comme SAR, ou même avec des entreprises transnationales de technologie qui sont de plus en plus pressantes dans les négociations de droit international de la science, appellent de toute urgence, à mon avis, une distinction, et pour ce faire, l'adoption d'un statut distinct de droit international des unions scientifiques internationales. Troisième point, un statut pour la bonne représentation scientifique au sein des organisations internationales. Le droit de l'homme à la science a un statut de droit international public des institutions scientifiques internationales, affecte en effet aussi le statut des organisations internationales comme l'UNESCO ou l'Union européenne, dont l'objet est principalement ou accessoirement la science. Le droit de participer à l'institution et à l'Organisation internationale de la science implique que l'organisation institutionnelle de la coopération scientifique internationale, cette fois-ci non pas entre scientifiques ou entre communautés scientifiques, mais entre les peuples du monde ou de la région, si je prends l'Union européenne, représentés notamment par leurs États, soit démocratique. Alors, dans les organisations à mandat scientifique, ou à mandat en partie scientifique, cela requiert, à mon avis, d'assurer la représentation de toutes les communautés scientifiques, y compris les communautés de savoirs locaux ou autochtones, qui sont concernées par le droit international de la science qui va être adopté, et de reconnaître à leurs représentants institutionnels des droits égaux de participation à ceux des États, ou du moins d'articuler spécifiquement ces droits de participation. Alors, ceux qui suivent mes cours reconnaissent ici le système de représentation multipartite, à la fois publique, sociale et privée, dans les organisations internationales, dont je vous ai parlé notamment dans le cours de l'année dernière sur la bonne représentation en droit international. Ce système multipartite de représentation a trouvé sa meilleure réalisation à ce jour, malgré des imperfections, c'est quand même un système qui a plus de 100 ans, a trouvé sa meilleure réalisation dans le système de représentation tripartite par les États et les associations d'employeurs et d'employés, mis en place par l'OIT il y a plus d'un siècle désormais, aux fins d'adoption du droit international du travail. C'est un modèle que le secrétaire général des Nations Unies en 1996 déjà proposait d'étendre à d'autres organisations internationales. Inutile de vous dire que cet appel n'a pas été entendu. Mais si mon argument pour un droit international de la science est retenu, ce que j'espère, celui de la représentation multipartite dans son adoption devrait l'être aussi. Alors, comme je l'ai indiqué dans la première partie de la leçon de ce matin, la représentation multipartite est malheureusement encore loin d'être réalisée au sein des organisations internationales à mandat scientifique, comme l'Union européenne ou l'UNESCO. Au contraire, ces organisations présentent toutes les caractéristiques de la technocratie globale. La voix scientifique, lorsqu'elle est portée, parce qu'elle n'est pas toujours portée, mais lorsqu'elle est portée de différentes manières. J'en vois au moins 3. Par des fonctionnaires sans mandat de représentation des communautés scientifiques, qui n'ont comme seule qualité que leur formation scientifique,
par des ONG technoscientifiques dont l'association aux délibérations des organisations internationales va viser uniquement à fournir une information scientifique, donc on va les sélectionner pour nourrir l'information, ou encore par des experts invités à décider par délégation de compétences des organes des organisations internationales, voire par privatisation de leur mode de décision, lorsque ces experts sont des experts qui travaillent sous une forme d'organisation privée. Alors, en réaction à ces difficultés, je crains qu'il ne suffise pas, comme la rapporteuse spéciale pour les droits culturels dans son dernier rapport, d'affirmer simplement qu'il est souhaitable de mettre en place une interface science-politique. C'est quelque chose qui est très à la mode, c'est très important, l'interface science-politique, mais il faut en dire davantage. Il faut organiser cette interface de manière juridique et surtout démocratique. Si vous lisez dans le détail cet extrait, qui est malheureusement uniquement en anglais pour l'instant, vous verrez que cet extrait tombe dans tous les travers et tous les pièges actuels de la technocratie au sein des organisations internationales. Il appelle à la multiplication de ce qu'on appelle dans le jargon de la légitimité de façade des organisations internationales des parties prenantes, des stakeholders, où il appelle à l'inclusion d'ONG, sans égard du tout à leurs représentations respectives. Comme je l'ai expliqué l'an dernier dans mon cours, ce genre de multiplication de parties prenantes et d'ONG n'est en aucun cas une garantie de légitimité démocratique. Bien au contraire, cette multiplication de personnes et d'acteurs érode la représentation des peuples par leurs États, en générant une surreprésentation de certains intérêts sans contrôle aucun. Alors, la représentation des institutions scientifiques impliquées devrait donc être assurée beaucoup mieux à chaque fois, tout comme leur articulation avec les autres représentants des peuples du monde, qui sont représentés par les États au sein de ces organisations internationales, en un système cohérent et représentatif du type de celui que je vous ai présenté l'an dernier. Alors, je ne prendrai qu'un seul exemple ici, l'UNESCO. J'ai parlé tout à l'heure du CIS dans le volet Union scientifique, et maintenant pour le volet OI, il faut parler de l'UNESCO. On pourrait penser à réorganiser l'UNESCO sur le modèle de l'Organisation internationale du travail et de ses pouvoirs instituants multiples, en prévoyant une représentation à la fois des États membres et des institutions scientifiques au sein de deux organes de l'UNESCO, la Conférence générale et le Conseil exécutif. Après tout, c'est ce qu'on fait exactement à l'OIT. Cela permettrait non seulement d'assurer une meilleure représentativité scientifique de l'UNESCO, mais aussi d'œuvrer, par la même occasion, à une meilleure représentativité des institutions scientifiques impliquées elles-mêmes. Elles devraient montrer patte blanche sur leur propre représentativité au moment où elles s'insèrent dans le schéma de représentativité de l'UNESCO. Cela permettrait à terme une meilleure coordination des activités normatives respectives de ces nombreuses institutions en matière de droit international de la science. Alors j'en viens désormais à mon épilogue. Vous allez voir comment cet épilogue s'insère dans l'argument de ce matin. Cet épilogue s'appelle le régulateur régulé, comme l'arroseur arrosé, ou les projets de gouvernance mondiale de l'IA, IA pour intelligence artificielle. Alors, dans la mesure où l'IA est l'un des trois domaines de recherche scientifique émergente et dangereuse, comme j'en ai fait l'argument la semaine dernière, l'argument que j'ai défendu dans le cours de la semaine dernière s'applique aussi à l'anticipation des potentiels bienfaits et méfaits de la recherche sur l'IA. Et donc je suis en mesure de vous renvoyer, pour cet argument-là, à l'approche dualiste, participative, communautaire et anti-utilitariste de l'anticipation scientifique, fondée sur le droit de l'homme à la science, que j'ai défendu. Je peux aussi vous renvoyer à ma critique du modèle utilitariste dominant d'analyse et de gestion des risques scientifiques, fondé sur ce que j'ai appelé la technoscience de l'anticipation. Comme on le voit bien aujourd'hui dans le cadre de la recherche sur l'IA, ce modèle d'analyse et de gestion des risques scientifiques fondé sur la science de l'anticipation est très répandu et il a un vice de taille, il entérine le status quo scientifique et la fuite en avant. Le point de non-retour est presque atteint d'ailleurs.
il suffit pour le comprendre, et je vous encourage vraiment à le faire, à aller consulter attentivement 3 textes. Les principes de l'OCDE de 2019 sur l'IA et leur approche de gestion des risques, la recommandation de l'UNESCO de 2021 sur l'éthique de l'IA et son mécanisme d'évaluation d'impact transposé en matière d'éthique, ou encore le règlement IA de l'Union européenne de 2024 et son système de catégorisation des risques et de normalisation de l'examen de conformité aux droits de l'Union européenne. Tout est dit. Mais dans la mesure où ce qu'on appelle la gouvernance mondiale de l'IA est un concentré des travers contemporains du droit international de la science que j'ai dénoncé ce matin et visé à améliorer, j'ai décidé, dans cet épilogue, d'en traiter sous l'angle institutionnel, plus spécifiquement, et d'en faire précisément un épilogue. C'est en effet en saisissant l'importance de la garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science dans le contexte de la recherche sur l'intelligence artificielle que le contenu des projets de gouvernance de l'intelligence artificielle pourra évoluer dans la bonne direction. Je précise que je traite ici de l'intelligence artificielle uniquement comme d'un domaine de recherche scientifique, et plus exactement comme un domaine scientifique qui correspond au développement d'un procédé logique et automatisé, reposant sur des algorithmes en général, et en mesure de réaliser des tâches bien définies. Alors dans ce qui suit, je procéderai en 3 étapes. Premièrement, je vais vous exposer rapidement les projets de gouvernance mondiale de l'IA en tant que domaine de recherche scientifique. Deuxièmement, je vais vous présenter une critique de la régulation de l'IA par l'IA et de la gouvernance de l'IA par l'IA. Et enfin, je mentionnerai les pistes de droit international des sciences pour un bon gouvernement de la recherche sur l'IA à l'avenir. Alors, premier point, les projets. Les projets dits de gouvernance mondiale de l'IA, ce n'est pas mon terme, c'est le terme utilisé, se multiplient très vite, presque à la même vitesse que la recherche sur l'IA elle-même. Certains sont issus de milieux scientifiques, de think tanks, alors que d'autres sont adoptés par des États seuls, les États-Unis, la Chine, ou alors sous l'égide d'organisations internationales comme l'OCDE en 2019, je vous l'ai dit, l'UNESCO en 2021, ou l'Union européenne et désormais le Conseil de l'Europe en 2024. Certains de ces projets n'impliquent que du droit, ou plutôt, comme ils disent, de la régulation de l'IA, alors que d'autres projets proposent en outre la création d'une institution de gouvernance, qu'il s'agisse d'une institution existante qui serait réformée, par exemple l'UNESCO, auquel on ajouterait un comité ou un organe IA, donc une institution existante réformée ou étendue, mais aussi parfois une nouvelle institution, flambant neuve. Nouveau problème, nouvelle institution. On connaît cette inflation en droit international, je n'y reviens pas. Alors, je ne pourrais pas présenter tous ces projets ici. Je me concentrerai, je vous l'ai dit, uniquement, mais c'est important, sur ceux qui gouvernent la recherche scientifique dans le domaine de l'IA. Je n'examinerai donc pas les projets qui ne disent pas à quel titre ils proposent de gouverner l'IA. Parce qu'on a quand même beaucoup de projets qui ne disent pas ce qu'ils gouvernent. Ils gouvernent l'IA, mais on ne sait pas ce que c'est exactement. Je ne parlerai pas non plus des projets qui proposent de gouverner l'IA en tant qu'instrument de quelque chose. Instrument de transport, instrument de médias, instrument d'armement, instrument de médecine. En effet, ces projets se retrouvent habituellement à couvrir tous les aspects de l'état de droit et du gouvernement public. Et par la même occasion, ils revisitent tous ces aspects de l'état de droit et du gouvernement public pour les remplacer par de l'éthique ou les éroder au passage, ce qui constitue, je vous l'avoue, un danger qu'il ne faut pas sous-estimer. Je vous ai déjà parlé ces dernières années de ce qu'on appelle le softening of hard law en droit international, donc l'adoucissement par le droit souple et l'éthique du droit dur, et donc la dilution complète des garanties d'état de droit ou de droit que nous avons. Alors, les différents projets de gouvernance institutionnelle de l'IA en tant que recherche scientifique ont été recensés en 2023 par une étude intéressante à laquelle je vous renvoie, de Mas et Villalobos, vous avez la référence ici en haut, dans laquelle ils passent en revue les plus de 50 projets aujourd'hui de gouvernance institutionnelle de l'IA
tel que je viens de vous le définir. Alors, ils ont 7 subdivisions qui sont ici, ici et là, qui classent les différentes institutions que vous avez dans la colonne de droite, sous ces 7 subdivisions. Ces 7 subdivisions me semblent en fait assez peu convaincantes. Il me semble en effet, au vu de ce que je vous ai expliqué dans ce cours, qu'une institution internationale de bon gouvernement de la recherche sur l'IA devrait viser à faire 3 choses, et donc à faire quasiment tout ce qui est expliqué ici. Coordonner la recherche scientifique en matière d'IA. Deuxièmement, le faire par l'adoption et la mise en œuvre du droit international de la science, comme je vous l'ai expliqué ce matin. Et enfin, comme nous l'avons vu la semaine dernière, anticiper les potentiels méfaits et bienfaits de la recherche en matière d'IA et assurer l'accès et la répartition équitable des bienfaits de cette recherche. Mais ce que je peux vous dire, en bref, c'est que ce qui caractérise ces différents projets de gouvernance de l'IA, ceux qui sont dans ces tableaux, que vous pourrez regarder tout à l'heure, peut se résumer en 3 traits. Fragmentation, fusion et flou. Flou, c'est un terme qu'aimait bien Delmas-Marty, donc j'aime bien l'utiliser aussi. Alors premièrement, il faut souligner la fragmentation de ces projets sur le plan politique. À l'exception de la recommandation UNESCO de 2021, la plupart de ces projets de gouvernance de la recherche scientifique en matière d'IA sont régionaux, et notamment européens, entre l'OCDE, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Avec bien sûr un potentiel effet domino des premiers projets en place, et donc une concurrence régulatoire entre tous ces potentiels régulateurs. Les États-Unis, la Chine, mais bien sûr l'Union européenne, désormais, qui mise sur ce qu'elle appelle le Brussels Effect, donc l'effet Bruxelles, du règlement IA qu'elle a adopté en 2024. Deuxième caractéristique, la fusion. La plupart de ces projets, excepté le règlement IA de l'Union européenne et la future convention IA du Conseil de l'Europe, sont du droit souple. Ils ne visent pas à adopter un traité ou à faire adopter un traité, ni de droit obligatoire. Par ailleurs, la plupart de ces projets sont éthiques et non juridiques. Ils ne distinguent pas bien d'ailleurs entre ces 2 types de normes qu'ils fusionnent la plupart du temps. Tout en matière d'IA est désormais labellé, étiqueté d'éthique, ajoutant encore parfois dans le mix des éléments d'autorégulation privée et de standardisation technique. Donc pas de droit souple, mais de l'éthique, de l'autorégulation privée, de la standardisation technique, et puis grand mélange entre l'éthique ou l'autoréglementation scientifique et l'éthique tout court. Et dans ce dernier cas, l'éthique dominante est habituellement utilitariste, sans que personne nous explique pourquoi. Enfin, dernière caractéristique, le flou. La plupart de ces projets prévoient une coopération publique-privée dans la mise en œuvre. Par exemple, par le biais d'organes joints, public-privé, dans la recommandation UNESCO, voire même sont fondés dans leur élaboration, dans la négociation du contenu, sur une collaboration publique-privée, c'est le cas des principes OCDE. De manière générale, ce qui est très frappant à la lecture de ces projets, c'est que les intérêts industriels en matière d'IA sont au cœur des préoccupations de tous ces projets et mis en balance comme des bienfaits avec les méfaits potentiels de la recherche sur l'IA. On le voit très bien si on lit la recommandation UNESCO ou le règlement de l'Union européenne. Donc on atteint vraiment un niveau qui est encore plus frappant que ceux qu'on a vus la semaine dernière en matière de géo-ingénierie et d'édition génomique. Alors j'en viens à la critique du régulateur régulé. Ce qui complique le règlement et le gouvernement de la recherche scientifique en matière d'IA, tel que je vous l'ai présenté, tient à ce qu'elle est aussi rapidement devenue elle-même un outil, un instrument ou une technique de gouvernance et de régulation. La crainte dès lors, et ce n'est pas que la mienne, est que l'IA devienne rapidement son propre gouverneur et son propre régulateur. Et c'est particulièrement dangereux en droit international parce que le droit international souffre de 2 maux. Sa tendance à la régulation, il y a vraiment la régulite, et son inclination pour la normativité scientifique. Alors, premièrement, cette tendance à la régulation, de quoi est-ce que je parle ?
Comme je vous l'ai expliqué dans mes cours des dernières années, le droit international et ses institutions sont atteints beaucoup plus profondément que le droit interne par ce qu'on pourrait appeler le tournant régulateur, le regulatory turn. En bref, dans cette approche, la réglementation normative par le droit est remplacée par la régulation par la technique, parfois sous couvert de normes, mais dans ce cas uniquement de normes techniques. Il ne s'agit plus d'avoir recours au droit afin de donner des raisons d'agir à des personnes autonomes de manière à influencer leur comportement, mais de contraindre le comportement de ces personnes par la technique. Et la même chose vaut pour le remplacement du gouvernement par le droit, par la gouvernance par la technique. À l'autorité du droit qui devrait être justifiée aux personnes autonomes sur qui elle s'exerce, on a substitué le pur pouvoir technique sur ces personnes. Deuxième difficulté dont souffre particulièrement le droit international par rapport au droit national, qui le rend à mon avis beaucoup plus vulnérable à ce tournant régulatoire, tient à son histoire. Et notamment, je vous l'ai expliqué dans la première leçon, à la conjonction des projets normatifs de la science moderne et du droit international moderne dès le XVIIe siècle, et à leur justification à l'origine par référence à un même fondement rationnel universel, celui du droit naturel et des lois de la nature. Cette origine normative commune, ce même berceau, rend le droit international, y compris de la science, particulièrement réceptif aux normes techniques dont le fondement lui paraît plus universel que celui d'un droit international en manque d'universalité désormais. Alors sans surprise, la fusion, voire la confusion normative entre science et droit, que je vous ai présentée dans ma première leçon, est au cœur de tous ces projets de régulation et de gouvernance de l'IA. Dans ces projets, en effet, le droit du calcul se présente comme un nouveau droit naturel des gens, en l'occurrence un nouveau droit de la nature raison. Il se substitue facilement au droit international, il connaît très bien son petit berceau. Il suffit de penser à l'encodage des normes éthiques ou juridiques au sein des règles algorithmiques intelligentes, devenues elles-mêmes garantes de leur propre éthicité et légalité, by design, nous dit l'UNESCO. Je vous renvoie à la fin du séminaire de Benoît Friedman pour une discussion du règlement IA de l'Union et des normes techniques censées encadrer l'IA au lieu du droit de l'Union. En bref, la régulation de l'IA est en passe de devenir la régulation par l'IA. En fait, le problème dépasse la confusion normative dans le contenu du droit. Les procédures et institutions du droit international de la science, désormais, sont elles aussi affectées par l'IA, ou menacées en tout cas par l'IA. En effet, l'IA facilite l'automation de la production et de la mise en œuvre des normes juridiques. Surtout, et ça c'est en train d'arriver, elle permet d'avoir recours à des formes de management des personnes qui ne sont plus normatives du tout, qui reposent uniquement sur la technologie, comme par exemple la technique du nudging, qui est utilisée de plus en plus en droit international, ou d'autres formes de compliance dont je vous ai parlé il y a 2 ans dans mon cours. Je vous renvoie ici aux travaux très éclairants de Roger Brownsword, si ces questions vous intéressent. En bref, si la régulation de l'IA est en passe de devenir la régulation par l'IA, la gouvernance de l'IA, elle aussi, est en passe de devenir la gouvernance par l'IA. Alors que faire ? Ces développements limitent sérieusement la capacité du droit international de la science et de ses institutions à bien réglementer et à gouverner l'IA à l'avenir. Pour que les choses changent, mais ce sera difficile, je ne vous le cache pas, tant la normativité du droit international est en crise, et j'ai essayé d'être honnête avec vous ce matin. Pour que les choses changent, il est important de revenir à la garantie institutionnelle du droit de l'homme à la science que je vous ai présentée dans cette leçon et en général dans ce cours. Ce n'est qu'en saisissant l'importance de cette garantie institutionnelle que le contenu des projets de gouvernance de l'IA pourra évoluer dans la bonne direction. Actuellement, malheureusement, les droits de l'homme, y compris le droit de l'homme à la science, ne sont mentionnés dans ces projets qu'au titre d'une limite de contenu. Ils apparaissent tout à coup pour se donner bonne conscience. C'est un contenu qu'il faut respecter. Mais jamais ne pense-t-on au fait que les droits de l'homme, dont le droit de l'homme à la science, c'est en fait aussi une garantie institutionnelle et que le droit de l'homme à la science pose des exigences procédurales et institutionnelles sur la manière dont nous encadrons
et garantissons la recherche scientifique en matière d'IA. Alors pour reprendre les 3 dimensions de la République universelle des sciences, avec lesquelles j'ai ouvert ma leçon de ce matin, il me semble que le bon gouvernement de l'IA en tant que recherche scientifique, que ce soit au sein d'institutions existantes comme l'UNESCO ou d'autres organisations internationales comme l'Union européenne, devra présenter 3 caractéristiques aux mains. Premièrement, il devra être républicain et reposer à ce titre sur un statut de droit international public. En tant que droit instituant du bien interpublic de la science, le droit international de la recherche sur l'IA doit être constitutionnel et social, et pour le reste, encadrer l'autoréglementation scientifique de l'IA ou la standardisation privée par l'industrie de l'IA, plutôt que de leur laisser libre cours. L'objectif doit donc absolument être un traité international, quitte bien sûr à commencer avec du droit souple, mais sans jamais perdre cet objectif de vue. Et surtout sans le mettre en péril par un renforcement de la confusion normative naissante entre ces 4 niveaux normatifs, autoréglementation scientifique, autorégulation privée et éthique générale, avec le droit des traités. Quant aux institutions internationales chargées d'organiser et d'encadrer la recherche en matière d'IA, je pense qu'il résulte du cours de ce matin qu'elles doivent reposer sur un statut de droit international public et être organisées démocratiquement. Je n'ai vu rien de cela dans les projets que j'ai épluchés pour vous. À ce titre, elles devraient représenter toutes les institutions scientifiques nationales et internationales et essayer d'articuler cette représentation politique à celle des peuples du monde. Il faut éviter toute instrumentalisation publique ou privée des savoirs par une réglementation stricte de l'association du secteur privé au mode de décision et par le respect de l'égalité des États, tous les États, au sein de ces institutions. Deuxième exigence, le bon gouvernement de la recherche scientifique en matière d'IA devra être universel. Il doit viser à ce titre à être complémentaire non seulement aux niveaux nationaux, mais aussi régionaux de réglementation et de gouvernement. Et ce, sans jamais viser, bien sûr, à les remplacer entièrement, afin de permettre la contextualisation du droit et la consolidation sur cette base d'un droit commun. Donc l'universel doit se marier au régional et au national, mais nous ne devons pas perdre de vue du tout cet objectif universel. Troisièmement et finalement, le bon gouvernement de l'IA en tant que recherche scientifique devra être celui de toutes les sciences. Il s'agit de faire de la diversité des perspectives scientifiques un socle pour la comparaison et la progression de la recherche dans le domaine. Et cela vaut aussi pour l'inclusion des sciences dites humaines, dont il est de façon ironique assez rarement question dans la recherche sur l'IA. Après tout, ce cours aura démontré que s'il peut y avoir du droit international sans science, il ne peut pas y avoir de science sans droit international. Alors l'an prochain, parce qu'il y aura un an prochain, mon cours sera consacré au droit international des régions. Je poursuivrai ce travail sur l'universel et sa contextualisation par l'étude de la contextualisation régionale de l'universel et par la construction, par ce droit international des régions, d'un monde des régions. On le sait, le droit international se régionalise. D'une part, les organisations internationales régionales se développent partout dans le monde. Nous l'avons vu ce matin encore avec l'Union européenne, l'OCDE, le Conseil de l'Europe. Mais l'intégration régionale n'est désormais plus l'apanage des Européens, fort heureusement. Et d'autre part, le droit international se développe désormais intensément au sein de ces organisations régionales aussi. Alors certes, me direz-vous, la question de la régionalisation du droit et des organisations régionales, et plus généralement du régionalisme en droit international, c'est une question ancienne, aussi ancienne que le droit international. Mais nous le savons, il suffit d'ouvrir la presse, la régionalisation du droit et des organisations régionales a pris une tournure beaucoup plus aiguë depuis la fin de la guerre froide et la mise en place d'un système désormais multipolaire qui repose sur la régionalisation de pôles de pouvoir interétatiques. Cette régionalisation, aujourd'hui, et c'est fascinant, nous vivons vraiment une époque charnière, est la source à la fois des plus grandes craintes pour l'avenir de l'ordre juridique international et son universalité, mais aussi des plus grands espoirs.
Si la question est bien traitée par les historiens et les spécialistes des relations internationales, il en va malheureusement différemment en droit international pour des raisons que je vous expliquerai. Alors il se trouve que les travaux du groupe de travail de l'Association de droit international sur le droit international des organisations régionales que je dirige depuis 2021 arrivent à leur terme cet été. Et le temps est donc venu pour moi d'en faire un cours afin de systématiser et de partager le savoir acquis avec vous toutes et tous, le public du Collège de France. Chausser nos lunettes régionales nous permettra de regarder le droit international contemporain différemment, de revisiter ces grandes catégories, souveraineté, territoire, universalité, et ces grandes institutions sous un autre angle, et espérons-le d'envisager, par là, comment contribuer à sa reconstruction pour plus d'égalité des peuples à l'avenir. Alors je vous remercie encore une fois, comme je l'ai fait chaque semaine, de votre attention soutenue, bienveillante. Certains d'entre vous viennent chaque année, donc ça me touche, je vous reconnais. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de semaine, un beau printemps, malgré la situation internationale. Et parce que jamais rien n'est vraiment terminé en droit international des sciences, nous avons encore un séminaire demain après-midi avec le professeur Mamadou Diawara. Donc je vous invite toutes et tous à venir à ce dernier séminaire. Je dois malheureusement vous annoncer que le séminaire de cet après-midi est annulé pour une bonne raison, une naissance, puisque au lieu de permettre à sa mère de venir donner un séminaire au Collège de France, le bébé a décidé d'arriver plus vite. Donc nous regrettons cette annulation, mais la vidéo sera tournée plus tard et nous la mettrons en ligne. Dans tous les cas, vous êtes tous et toutes invités à venir au dernier séminaire demain après-midi. Le séminaire de cet après-midi est annulé. Merci encore et tout de bon. Merci.